Mais quand on voit le niveau de corruption à la tête des États et dans les médias, on se rend compte qu'en réalité, les gens vivent à court terme, dans du plaisir immédiat, que ce soit pour les hommes politiques, pour les journalistes, et ne se préoccupent pas des conséquences à long terme, des décisions qui sont catastrophiques, qui sont prises pour l'humanité. Et j'y reviendrai au fur et à mesure de cette vidéo. Voilà, nouvelle capsule. J'ai pris pas mal de notes parce que l'actualité est tellement dense, tellement touffue. Et donc, je consacre beaucoup de temps, comme vous l'avez vu depuis que j'ai retrouvé mon grand compte sur X, à essayer de faire des tweets longs, des tweets détaillés avec des analyses, pas des formules à l'emporte-pièce, mais des choses qui sont didactiques, pédagogiques, pour permettre de faire des liens entre les choses les unes avec les autres, puisqu'en fait, on se rend compte que absolument tout est lié et tout fait partie d'un plan global, parce que c'est impossible d'avoir un tel alignement de circonstances. Ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est comme si on vous disait « Non, non, mais c'est une coïncidence ». Les 1000 étoiles, entre guillemets, sont alignées les unes aux autres pour montrer que cette personne, Macron, est véritablement le mal absolu. Mais il faut continuer à croire que c'est un idiot, que c'est un pantin. Et d'ailleurs, étonnamment, tous les gens qui sont censés être les marionnettistes meurent les uns après les autres ou disparaissent les uns après les autres, mais lui est de plus en plus puissant. Je ne vais pas véritablement détailler cet aspect-là, je vais plus détailler justement cet environnement qui montre à quel point ce personnage, depuis des années, est nuisible, mais pas uniquement nuisible à la France, puisque ça c'est le cas, et je pense que unanimement, en tout cas les Français le reconnaissent, et dans le reste du monde, de plus en plus souvent, c'est le cas également, mais nuisible au monde. Et nuisible, on le verra dans cette présentation de façon assez nette. En effet, depuis 2017, tout s'accélère. On a eu une crise très forte des Gilets jaunes avec quasiment une barbarie des forces de l'ordre à leur égard. Je n'ai pas besoin de vous dire le nombre de membres amputés, d'yeux crevés ou arrachés, de vies détruites, tout simplement parce que des personnes ne partageaient pas les vues du gouvernement sur un certain nombre de sujets. Et tout avait démarré d'ailleurs uniquement sur une hausse du prix de l'essence. Et bien quand on voit le prix de l'essence aujourd'hui qui est résiduellement autour des 2 €, on se dit tout ça n'a servi à rien comme à chaque fois. Et les agriculteurs doivent se dire exactement la même chose, puisque les règles européennes dans le commerce avec l'Ukraine et d'autres zones d'échange, pour ainsi dire, complètement libres, montrent que les agriculteurs sont les derniers, puisque l'idée, c'est la malbouffe, l'idée, c'est les produits chimiques, ce sont les insectes, ce sont la disparition des cheptels de vaches, etc. Il y a quelques jours, il y avait une émission qui montrait la fraude alimentaire et comment certains pays deviennent petit à petit des plateformes
vraiment monstrueuse de la malbouffe, et il y avait la description par exemple du contenu de steak haché, des milliers de tonnes de steak haché achetés par le gouvernement français à la fois pour les écoles mais également pour des organisations caritatives depuis des années sans aucun contrôle, sans aucun suivi, alors que on était sur des prix aux alentours de 2 ou 3 euros le kilo, ce qui est complètement impossible. Eh bien, c'était ça qui était donné aux gens. Et par chance, certaines associations caritatives avaient fait les tests pour réaliser quel était le contenu. Donc, très faible en protéines, alors qu'il y avait eu des ajouts de protéines végétales et surtout beaucoup de rebut, beaucoup de choses qui ne sont même pas proposées, entre guillemets, dans la nourriture pour animaux. Donc voilà, on a des gens qui considèrent depuis toujours que leurs semblables sont des animaux. D'ailleurs, ce sont les premiers à se plaindre de ne pas avoir assez, mais ils ne voudraient pas manger ce qu'ils proposent, ils ne voudraient pas faire injecter leur famille avec ce qu'ils imposent aux autres, et ils ne... Enfin bref, on est véritablement dans l'inversion. Donc depuis 2017, tout s'accélère, et je pense que c'est surtout 2019, avec l'incendie de Notre-Dame, que là, les dés sont vraiment jetés, les masques sont tombés. Je le dis, je le répète, c'est complètement impossible cet incendie sans avoir été aidé, mais véritablement au niveau d'un État. C'est pas du tout un acte anodin, c'est pas une simple allumette, un simple mégot ou un simple court-circuit qui peut déclencher un incendie de cette taille aussi rapidement. Il a fallu des produits très spécifiques et vraisemblablement des produits de niveau militaire. Ensuite, en 2022, d'ailleurs, l'incendie de Notre-Dame qui éteint complètement le mouvement des Gilets jaunes. Puis 2020, le Covid qui éteint la France et le monde. Je n'ai pas besoin de vous parler de la manière avec laquelle ça s'est passé. Et c'est toujours saisissant, puisqu'on avait fait une émission avec Vincent, le Gilet jaune, de savoir qu'il se passait exactement la même chose et la même volonté dans des pays d'Afrique où il n'y avait pas du tout de malades. Et malgré tout, cette volonté de vacciner et d'injecter massivement. On voit aujourd'hui avec l'accroissement de la mortalité qui est plus fort dans les pays extrêmement injectés que dans les autres, qu'il y avait des raisons de s'inquiéter, et j'ai peur qu'on ne soit qu'au début de réaliser ce qui a réellement été mis en œuvre. Et donc, tous les espèces de gourous, barbus ou pas, qui ont dit c'est bien de vacciner les médecins devant des millions de spectateurs qui attendaient vraiment d'avoir leur avis, ou les personnels médicaux, c'était catastrophique, puisque moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'essayais de convaincre des proches de ne pas le faire. Et cet épisode en avait convaincu plus d'un que finalement, c'était pas une mauvaise idée de le faire, parce que si lui le disait, c'est que c'était vrai, puisqu'il avait l'air d'être un homme honnête. Eh bien voilà, moi je pense que l'honnêteté, quand on ne sait pas, c'est de se taire. Quand on a des doutes, c'est de se taire et de ne pas le proposer, même pas à une infime partie de la société. Ça s'appelle le principe de prudence, et également la balance bénéfice-risque, puisque rien ne prouvait, et on sait maintenant de plus en plus que absolument rien ne prouvait tout ce qui a été avancé, puisqu'absolument tout était mensonger. 2022 avec l'Ukraine, alors l'Ukraine qui a éteint notre chauffage, donc puisque c'était tiens, prends ça Poutine, on va et qui a fait exploser l'inflation et qui nous dirige, comme on le sait, j'ai redit plusieurs fois, vers vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Donc déjà, vous serez plus en vie, mais si par hasard vous avez eu la chance de vivre assez longtemps aux injections et à cette espèce de nénatalité incroyable, hein, puisque dans les effets secondaires, semble-t-il, il y a une baisse de la fertilité des femmes et des hommes qui est très forte, mais pas que, puisqu'on apprend que les ondes des téléphones portables seraient également responsables pour les hommes qui tiennent leur téléphone et qui le gardent dans leur poche de jean, leur poche avant, que ça aurait des conséquences sur leur fertilité.
Et je pense que tout ça n'est pas rien du tout, comme tout ce qu'on raconte sur la qualité de l'eau, qu'elle soit en bouteille ou pas en bouteille. On est véritablement dans une direction dans nos sociétés qui n'est pas emballante, justement, d'où la nécessité d'en parler et d'où la nécessité de prendre conscience que ces petites couleurs roses, bleues, etc., sympathiques de l'affiche des Jeux Olympiques qui disent ça va être la fête, on va être très heureuse, tout ça c'est une manière de nous endormir et j'y reviendrai en détail dans cette vidéo. Donc 2022, l'Ukraine, mais tout ça évidemment avait commencé en 2014 par Maidan, mais en fait dès 1991 la glasnost et la chute de l'URSS, et en fait dès 1945 puisque les soviétiques étaient avec nous victorieux du nazisme et ils en avaient payé le prix le plus fort. C'est également à Staline, je le rappelle, qu'on doit que De Gaulle ait fait partie du groupe des signataires de la victoire et qui a permis à la France de rester la France, puis plus tard à De Gaulle de sortir de l'OTAN dans lequel on nous avait un peu installé de force et dans lequel on est revenu discrètement, et pas du tout sous Sarko comme beaucoup l'affirment, mais sous Chirac, avec les réserves et la mobilisation de l'armée de terre. Et puis avec Sarkozy, on est rentré dans l'OTAN, et puis commandement intégré, et puis. Et on voit qu'aujourd'hui, le fou de guerre d'ailleurs de l'OTAN, c'est Macron, mais là aussi, j'y reviendrai. Mais en réalité, c'est même pas depuis 1945 qu'il y a cette espèce de haine et de volonté d'en découdre avec la Russie. Ça date évidemment de l'époque de la Révolution, puisque quand on regarde qui a financé cette révolution, on se rend compte que le financement venait d'Allemagne, que le financement venait d'Angleterre, et que ce financement était lié à des lignées de Khazars. Et je dis bien le mot khazar, et j'y reviendrai régulièrement dans les vidéos. Et donc cette peuplade de la zone Transnistrie, Moldavie, Roumanie, Ukraine essentiellement, donc cette zone d'Europe de l'Est, entre guillemets, et cette peuplade, cette tribu qui a été écrasée par la Sainte-Russie au XVe siècle. Et depuis, manifestement, après avoir passé une longue période extrêmement discrète, cette peuplade a décidé et met tout en œuvre pour prendre le contrôle complet du monde. Et évidemment, pour y parvenir, il faut détruire la Sainte-Russie. Tout ça paraît étonnant, je ferai une capsule détaillée pour rentrer là-dedans, mais je voulais juste expliquer qu'en fait, cette attaque tout azimut contre la Russie qui serait responsable de tous les maux, et je le dis depuis le début, donc quand on essayait de nous faire dire que non, en fait, l'ennemi principal c'était la Chine, ou l'ennemi principal c'était la Corée, ou l'ennemi principal c'était le terrorisme, non, l'ennemi principal a toujours été un ennemi chrétien orthodoxe, et cet ennemi chrétien orthodoxe, c'est évidemment la Russie. Et je souligne à nouveau que la Russie a des liens particuliers avec toutes les religions, puisque les juifs sont très présents en Russie, et également les musulmans, et il n'y a qu'à voir la relation avec les Tchétchènes, qui sont évidemment des musulmans très stricts, et avec la Russie, donc Kadyrov avec Poutine, pour citer des noms. Après, c'est sûr que ça a des conséquences quand on est aussi multiculturel et multi-religion sur un certain nombre de positions qui peuvent être prises, en particulier avec ce qui est en train de se passer à Gaza, qui est l'accélération suivante en 2023, avec ce que la Cour internationale de justice appelle un génocide à Gaza. Donc depuis le 26 février, on attend, puisque c'était le mois suivant la première décision, les suites de la Cour internationale de justice. Pour l'instant, on n'en a pas. Je tiens à souligner que l'Afrique du Sud avait été le premier pays véritablement à agir dans ce sens. Depuis, il est rejoint par d'autres, en Malaisie, au Chili, etc., qui sont des pays qui prennent des engagements, en tout cas économiques et diplomatiques forts à l'encontre d'Israël. Mais toujours est-il
que l'Afrique du Sud aujourd'hui est en danger économiquement et politiquement, puisque les Américains, de façon bipartisane, essaient de voir comment ils vont pouvoir sanctionner très fortement l'Afrique du Sud, puisqu'ils considèrent que l'attaque de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice met en danger l'intérêt et l'intégrité fondamentale des États-Unis. Et donc, il y a plusieurs pistes de sanctions économiques, politiques, de renversement de gouvernement ou autres, et puis évidemment en termes d'accès aux marchés financiers qui risquent de toucher l'Afrique du Sud, mais je vous expliquerai tout à l'heure un peu plus en détail pourquoi ils ne cèdent pas. Tout ça, donc 2019, Notre-Dame, 2020, Covid, 2022, l'Ukraine, enfin 2021, les injections, 2022, l'Ukraine, 2023, Israël, tout ça, ce sont les grosses caisses de ce que le monde voit ou perçoit. On a tous été sensibilisés donc à l'incendie de Notre-Dame, à l'apparition de cette maladie qui a arrêté le monde, à ce vaccin, entre guillemets, ces injections de nouvelles reprogrammations du corps humain, entre guillemets, qui devaient changer l'avenir de l'humanité et faire disparaître plein de maladies, dont évidemment le Covid, le cancer, le sida et j'en passe. 2022, l'Ukraine, donc l'inflation complètement remise à plat de tout ce qui était les règles internationales sur les sanctions, puisque ça a été de l'argent confisqué que les Américains et les Européens ont pris aux Russes, pourtant de l'argent gagné totalement légalement, et qui a été pris, ce qui n'arrive même pas quasiment aux criminels et aux terroristes. Donc ça aura forcément des conséquences dans la confiance que les pays auront à terme dans les marchés financiers internationaux. Mais quand on voit le niveau de corruption à la tête des États et dans les médias, on se rend compte qu'en réalité, les gens vivent à court terme, dans du plaisir immédiat, que ce soit pour les hommes politiques, pour les journalistes, et ne se préoccupent pas des conséquences à long terme, des décisions qui sont catastrophiques, qui sont prises pour l'humanité. Et j'y reviendrai au fur et à mesure de cette vidéo moins visible. On a le Congo, le Soudan, les frontières qui deviennent des passoires ou des murs infranchissables, l'inflation, la censure, la malbouffe avec les insectes, mais tous les faux produits qui nous arrivent de différentes régions du monde, et l'impossibilité avec toutes ces délocalisations, puisque la France n'a plus du tout d'autonomie alimentaire. On est obligé d'acheter éventuellement des choses de très loin, du beurre, des produits laitiers de Nouvelle-Zélande à l'autre bout du monde, de l'agneau du Chili à l'autre bout du monde, comme si on n'était pas capable d'en produire en France. Mais il faut dire qu'on n'a pratiquement plus de paysans, et que les paysans qu'on a en France, ils ont des tracteurs qui coûtent plus cher que des maisons, et la plupart du temps, même s'ils sont particulièrement sympathiques, ils ne mangeraient pour rien au monde ce qu'ils produisent pour nous. Voilà, c'est quand même important de se dire que dans pratiquement toutes les exploitations laitières, dans toutes les exploitations porcines ou autres, eh bien, les paysans ont leur petite production pour eux et leurs proches, mais ils ne mangent pas ce qu'ils proposent aux autres personnes. Et un peu comme ça s'était passé à l'époque de la vache folle. Donc quand on est dans ce type de culture, quand on est dans ce type de fonctionnement où les gens n'ont plus de foi, où les gens n'ont plus de bon sens, où les gens n'ont plus de respect ou d'amour pour ce qu'ils font, évidemment les choses vont mal. Et je le dis très souvent par rapport aux médias, par exemple, mais la plupart des personnes que vous admirez dans les médias, parce que soi-disant ils invitent beaucoup de monde, etc., en fait, ils n'ont aucun altruisme, ça ne les intéresse pas du tout de se focaliser sur ce qu'ils font, c'est un business. Souvent, ils auraient bien aimé faire autre chose ou dans une autre chaîne, donc ils ont trouvé, entre guillemets, la possibilité, parce qu'ils étaient astucieux, bien réseautés, bien aidés, de créer des médias, mais ils traitent ça véritablement comme un business, sans aucun affect, sans aucune passion, sans aucun intérêt autre que l'argent et la position sociale que ça va leur rapporter. Et donc ça crée des systèmes qui confinent assez souvent à l'escroquerie ou pire.
Donc voilà, tout ça, je sais que ça a l'air fort, mais demandez-vous pourquoi ces médias font de l'actualité chaude, si c'est pas pour vendre des produits financiers, etc. Et il n'y en a pas un ou deux, ils s'y sont absolument tous mis. Ils gagnent extrêmement bien leur vie et ils jouent les Robins des Bois inversés, c'est-à-dire qu'ils essayent de prendre au maximum aux personnes qui sont les plus défavorisées, les plus pauvres, pour accéder à un certain rang social. Et on voit bien d'ailleurs qu'au fur et à mesure où ils y accèdent, où ils rentrent dans des médias un peu plus grands, un peu plus prestigieux, financés par des gens qui sont très liés à des partis politiques, eh bien ils se mettent à rendre inaudibles un certain nombre de personnes, à continuer à en inviter d'autres pour attraper dans leur filet un nombre croissant de personnes, d'autres qui sont un peu complices parce qu'ils ont besoin de ces médias, ils ont besoin de cette audience pour également proposer, parler de leur candidature ou leur machin, etc. Tout ça, c'est un espèce de micmac infernal dans lequel j'espère que petit à petit, vous allez réussir à y voir clair et à découvrir ceux qui parlent avec leur cœur, avec amour, avec intérêt pour la société et pour l'humanité, et ceux qui ne sont que dans leurs intérêts personnels à court terme et qui n'en ont absolument rien à foutre du reste. Donc, la destruction du beau, la destruction du bon et de l'harmonieux. Et il n'y a qu'à regarder, hein. On se rappelle de ces tableaux exposés au Palais de Tokyo, ailleurs. Je reparlerai un peu plus tard de l'affiche des Jeux Olympiques, mais on peut parler de la mascotte, on peut parler du logo, on peut parler des tapis à l'Élysée, on peut parler des photos, on peut parler des mensonges, on peut parler de tellement de choses. Et d'ailleurs, c'est ce que je ferai dans cette vidéo. Alors, on constate, avec tout ce que je viens de dire précédemment, que la France est un pays extrêmement éclaireur depuis cette époque-là. On n'est plus du tout à la traîne, on n'est plus du tout un pays qui cherche à suivre les autres pays, etc. Et on l'avait bien vu avec la période du Covid, la France était véritablement le pays qui était à la pointe de tout. Le pass sanitaire, le pass vaccinal, les suspendus, etc. Et on y est toujours. Les privations, les punitions, les amendes, les gendarmes qui vont mettre des PV à des personnes qui sont à vélo dans des forêts ou au bord de la plage parce qu'ils n'ont pas de masque, ou même tout simplement parce qu'ils y sont et que ça serait dangereux. Est-ce que j'ai besoin de vous raconter les histoires avec le café debout, assis, en terrasse, pas en terrasse, avec un pass sanitaire, alors qu'à cette époque-là, tout le monde savait très bien que le vaccin n'empêchait pas du tout la transmission de la maladie. Il ne stérilisait rien du tout. Au contraire, puisque on avait même un risque accru, comme on s'en rend compte de plus en plus souvent. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, je vous ai parlé au cours des dernières années, en réalité depuis l'élection de Macron, mais qui était quand même influent depuis plus longtemps, hein. On a vu les affaires Alstom, etc., mais il était lié à d'autres affaires, d'autres sociétés, et puis tout en enfance. Enfin, tout ça, c'est mystérieux, son couple, dont tout le monde parle maintenant, depuis qu'il a parlé de machisme transphobe, et j'y reviendrai. Mais au cours des 3 dernières semaines, les choses sont devenues totalement folles, avec un espèce de mélange apparent d'anecdotes qui n'en sont pas du tout. C'est fait pour donner l'impression que c'est des anecdotes, c'est fait pour nous diviser entre nous, pour dire mais comment t'oses parler de ça, c'est sous la ceinture, c'est pas bien, c'est la vie privée, puis LGBT, puis si le Premier ministre est gay, et puis s'il était l'ancien Pax du nouveau ministre des Affaires étrangères, etc. Ça les regarde, et puis la question que j'avais posée, qui n'était pas si anecdote, sur quel était le pourcentage à l'Assemblée nationale, dans les nouveaux députés ou au niveau du gouvernement ou au niveau des cabinets ministériels de la population LGBT. Et on se rend compte que c'est considérable. Et c'est vraiment des questions qu'il faut poser, pas d'un point de vue statistique ou pour jeter l'opprobre sur n'importe qui. Moi, typiquement, j'ai un cousin dont je suis très proche, qui est le fondateur de ACT UP en France,
qui est le personnage principal qui a inspiré 120 battements par minute, dont elle est très proche, y compris son frère, que j'ai beaucoup exposé, avec qui je passe souvent des vacances et des week-ends, qui vit dans une fondation et qui est marié avec un homme depuis très longtemps. Donc la communauté gay et la communauté gay activiste, je connais ça extrêmement bien. Et je peux vous dire que eux ne sont pas du tout LGBT+, ils sont pas du tout woke, ils sont complètement effrayés par cette dérive, ils sont effrayés par cette hypersexualisation de la société et les comportements complètement fous avec les PrEPs, etc. Mais avec l'IVG, avec la GPA, etc. Ils ont l'impression que tout ça est devenu débridé. Et ils l'avaient senti venir, puisque à l'époque, au début, il y avait des dissensions au sein des leaders de cette société. Et tout ça avait été pris en main à l'époque du Mitterrand. Et on a eu l'influence de gens comme Pierre Berger. Bah, tout ça, je pourrais faire de longues vidéos là-dessus, ou même je pourrais essayer de faire une interview avec eux. Et vous seriez fascinés par la différence entre des activistes gays, LGBT très reconnus, par leur père et pour leur influence, mais qui sont entre guillemets des intellectuels, qui sont des philosophes, qui sont des artistes, qui sont des gens qui aiment le beau, et cette espèce de société qui est encore une fois symbolisée par l'artiste qui a été choisi par l'affiche des Jeux Olympiques et qui sont dans l'orgie, dans la drogue, dans l'hypersexualisation et finalement dans la destruction d'une espèce d'humanité, dans un espèce de truc informe, sans identité, sans rien du tout, comme un espèce de gloubi-boulga et les derniers jours de l'Atlantide et d'une société en perdition. Voilà, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'identité numérique. Alors j'avais fait un tweet qui avait, pareil, fait des centaines de milliers de vues, peut-être des millions, parce que maintenant je suis revenu un peu à ce que j'avais avant. Et c'était cette fameuse photo où Emmanuel Macron met sur la même image son téléphone, son iPhone, le fameux iPhone qui était déjà sur sa photo, son portrait officiel de président, sur lequel on voit qu'il y a mention d'un permis de conduire, mais il paraît qu'il ne l'a pas. Donc c'était purement un message, mais surtout une carte d'identité qui aurait été faite le 1er avril. Un 1er avril, puisqu'elle est périmée un 31 mars, donc le poisson d'avril. Mais on apprend que son prénom, c'est Emmanuel Jean-Michel Frédéric, ce qui a inspiré beaucoup de choses. À côté, dans cette image, il y a plein de symboles. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vous invite à rechercher dans mes tweets et je mettrai des liens dans les commentaires de cette vidéo. Mais également une photo avec Brigitte qui est très étonnante, avec des anneaux, avec une pièce qui est une semeuse, mais compte tenu de sa position entre du blanc et du noir, ça devient une semeuse, et qui serait comme un anneau sigillaire, puisqu'il y a une mention anneau sigillaire, et donc qui renverrait à l'idée de Macron, à nouveau antéchrist, et qui aurait une espèce de trinôme entre mari, fils, femme, ou père, fils, femme, et donc une espèce de transformation qui est complètement épouvantable. L'IVG, inscrite dans la Constitution, et on remarque que ça se passe pareil en ce moment dans plein de pays. Et chose étonnante, vous savez, on avait eu Lula qui avait pris des positions très fortes contre Israël, parlant de pire que les nazis, etc. Et puis je découvre en discutant avec des amis qui sont au Brésil que tout ça c'était une espèce de mascarade pour détourner l'attention et pour que Lula obtienne une majorité pour faire passer, dans un pays qui est quand même très catholique, hein, le Brésil, ces lois sur l'intervention volontaire de grossesse. Donc en fait, ils font semblant, pour détourner, de prendre des positions qui sont plus compatibles avec une certaine frange de leurs électeurs et de leurs députés pour obtenir leur assentiment pour quelque chose qu'ils n'auraient jamais voulu accepter avant. Voilà, tout ça c'est machiavélique, c'est du trucage, c'est de la manipulation. Et on a tous tôt fait de tomber dedans. Ça fonctionne très bien. C'est pour ça que moi j'ai cette grille de lecture sur les 6 maléfiques
et les 5 Fantastiques. Je sais que pour l'instant, petit à petit, il y en a d'autres qui l'utilisent et qui m'est très utile parce que ça me permet de regarder froidement tout ce qui arrive autour des 5 Fantastiques et tous les bruits qui courent autour d'eux, qui sont Musk, Ben Salman, Trump, Xi Jinping et évidemment Poutine, et les maléfiques avec à leur tête le binôme Macron, Brigitte. Alors il faut savoir que ces 5 maléfiques, dont je n'ai pas encore divulgué l'identité, sont liées à des familles qui remontent à l'époque des Khazars. Et évidemment, et c'est ce que j'attends d'avoir réussi à trouver finement, c'est quel est le lien éventuel ou non avec Emmanuel Macron. Mais comme dans les 5 Fantastiques, il y a aussi un lien sanguin qui les lie tous, à part Elon Musk, il est possible que le statut d'Elon Musk soit à part et que le statut de Macron soit à part. Je ne sais pas, j'ai beaucoup d'intuition là-dessus, mais j'attends d'avoir suffisamment de faits pour en parler. Et les faits s'accélèrent, puisque au quotidien, ce sont des nouvelles photos, de nouvelles déclarations, de nouvelles informations qui circulent. Et en particulier, la notion de machisme transphobe, qui est comme un espèce d'aveu, c'est la deuxième étape de la révélation après la carte d'identité. L'affiche des JO, mais pas que l'affiche des JO, les logos et la petite peluche, entre guillemets. Les soldats de l'OTAN, donc Macron qui dit qu'il ne voit aucun problème à ce que des soldats de l'OTAN aillent là-bas. Alors depuis, il y a eu évidemment des fuites de généraux allemands. Il s'est passé tellement de choses. Il dit ça, il est désavoué. Il y a les fuites de conversations avec des généraux allemands. Donc tous ceux qui avaient désavoué commencent à dire qu'il a finalement assez raison et qu'il faudrait envisager toutes les possibilités, surtout si la Russie avance vers Odessa ou avance vers Kharkov ou avance vers Kiev, etc., etc. On voit que c'est complètement fou. On a aussi Trump qui surfe vers la victoire et Biden qui fait un discours sur l'état de l'Union où il parle de sa fierté d'être le président du changement de genre. Donc on voit les différentes priorités, puisque l'un continue l'hémorragie frontalière, entre guillemets, c'est une hémorragie vers l'intérieur des États-Unis. L'absence de valeur, on voit des vidéos d'une violence dans certaines banlieues américaines qui sont absolument incroyables. Et on parle de violence avec des jeunes, parfois des jeunes vraiment très jeunes, et pas que entre communautés, entre guillemets, hein, vraiment au sein des communautés, entre personnes d'âge différents. Ça ne touche personne en particulier, c'est assez global, comme si les gens étaient en train de péter globalement les plombs, parce qu'en fait, ils ne réussissent plus à y voir clair. Il y a la bouffe est dégueulasse, les informations sont dégueulasses. Pendant le Super Bowl, il y a un cérémonial qui est de plus en plus diabolique, comme dans toutes les cérémonies internationales. Et si les Jeux Olympiques en France ont lieu, si la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France a lieu, on verra, ce sera pareil. D'ailleurs, on se demande comment quiconque pourra nager ou être vraiment proche de la Seine, parce que j'étais encore à côté hier, et elle est totalement dégueulasse. Et en revenant à Trump, eh bien, comment vont-ils réussir à faire pour lui barrer la route? Parce qu'évidemment, ils ne veulent pas que Trump réaccède au pouvoir, Trump étant quelqu'un de très très largement incorruptible. Et donc, ça va être particulièrement intéressant. On a l'accélération du drame de Gaza. Donc j'utilise aussi le mot génocide, puisque c'est celui qu'utilise la Cour internationale de justice et qui parle également de nettoyage ethnique. Donc il y a beaucoup de termes aujourd'hui qui sont employés d'un point de vue tout à fait légal pour en parler. Mais on voit que maintenant c'est véritablement la famine. Elle est là. On a des morts. On n'a plus la perspective d'un risque de famine. On a une famine qui s'accélère. Mais on a aussi des prises d'otages et des kidnappings
quotidiens et permanents, pas qu'à l'intérieur de la bande de Gaza, mais qui ont lieu aussi avec la Cisjordanie. Donc c'est terrible. Et dans le même temps, des bombardements réguliers au Liban, des bombardements réguliers en Syrie, des bombardements réguliers sur les Houthis et des menaces envers tous ceux qui oseraient se mettre en travers. Alors qu'il faut savoir qu'il y a des ponts aériens de vivres qui sont très limités, alors qu'il y a des ponts aériens de munitions, d'armement qui sont dans des conditions absolument considérables. On a eu sur le front ukrainien la chute d'Adveka et la Russie qui continue à avancer. On a aussi des images qui sont extrêmement encourageantes avec la rénovation très rapide de la ville de Mariupol. Les Russes ont également dit que la ville d'Adveka, elle allait pouvoir être rénovée relativement rapidement. Il y avait beaucoup d'habitants qui restaient dedans et qui ont eu l'occasion d'en parler. Évidemment, récemment, on a eu la mort de Navalny. Et cet épisode qui est complètement abracadabrantesque avec la femme de Navalny qui était la veille, alors qu'elle y était plus allée depuis un certain temps. Enfin, il y a beaucoup d'articles à lire, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai fait beaucoup de tweets sur le sujet. C'est quelque chose qui est complètement qui dépasse l'entendement. Mais qu'est-ce que ça a permis, entre guillemets, cette mort qui se passe juste avant une conférence de la paix, entre guillemets, à Munich? C'est de refocaliser toute l'attention du monde, non pas sur le génocide de Gaza, mais sur la situation en Ukraine, où le pays est complètement exsangue. Hein. Tout le monde est d'accord maintenant pour parler de centaines de milliers de morts. Donc les chiffres, c'est plutôt 500 000 soldats ukrainiens. Donc une génération entière, vous imaginez, dans un pays de 40 millions d'habitants, dans lequel aujourd'hui il n'y aurait plus que 27 millions d'habitants, compte tenu de ceux qui sont partis se réfugier en Russie, ou en Pologne, ou en Allemagne, et peut-être une centaine de milliers en France ou dans d'autres pays comme la France. C'est un pays qui est complètement exsangue, c'est un pays qui est extraordinairement corrompu. On parle de 57 millions de dollars qui ont été donnés au chef d'état-major pour qu'il accepte d'oublier ses ambitions militaires et politiques, puisqu'il avait été renvoyé et remplacé par un autre. De toute façon, ambition politique en Ukraine, ça ne veut rien dire, puisqu'il n'y a pas de perspective d'élection présidentielle. Et ça rappelle cette phrase de Churchill, « À quoi ça sert de faire la guerre si c'est pour devenir une tyrannie ?» Et enfin, il ne parlait pas de ça pour le fait de maintenir des élections, mais il parlait de ça en disant « mais il faudrait réduire le budget de la culture pour donner plus d'argent à l'armement ». Et lui disait « non, non, on va au contraire augmenter le budget de la culture parce que c'est pour ça qu'on fait la guerre. On ne fait pas la guerre pour produire des armes, etc., etc. On fait la guerre pour que notre peuple soit plus de possibilités d'aller dans des musées, d'avoir des loisirs à forte valeur ajoutée et pas des programmes débiles à la télé qui leur vident la tête ou des espèces de fêtes de type orgie dans lesquelles on leur donne de la nourriture à manger qui est complètement impropre à la consommation. Je vous rappelle encore une fois que la France achetait des centaines de tonnes de viande hachée pour donner dans le système caritatif et qui était complètement impropre à la consommation. C'est-à-dire si c'était de la viande, si elle n'était pas genre carbonisée, si les personnes ne l'accusaient pas vraiment trop, il pouvait y avoir des intoxications alimentaires très fortes. Mais c'est complètement scandaleux, on n'imagine même pas. Évidemment, tout ça se retrouvait dans les fêtes foraines, se retrouvait dans les vides-greniers, grillés, voilà, où les gens se disaient « Allez, tiens, on va se prendre un petit truc, là, puis voilà, horrible. Donc, et rappelez-vous d'ailleurs, puisque je parlais de l'IVG, que l'IVG, évidemment, c'est de pouvoir arrêter une grossesse jusqu'avant son terme. Je vous rappelle quand même qu'un enfant, un embryon, à partir de 5 mois, il est viable. Et extrêmement viable à partir de 6 mois. C'est-à-dire que ces enfants qui sont retirés de leur corps, de leur mère, alors qu'ils sont viables, souvent on ne sait pas ce qu'ils deviennent, ils contiennent en eux des cellules souches embryonnaires, mais parfois ils sont vivants. Et on peut imaginer, et c'est ce que beaucoup de personnes disent, que dans certaines cliniques aux États-Unis ou ailleurs, qui sont toutes rutilantes, eh bien c'est ce qui se passe.
Et est-ce qu'ils rejoignent des fermes à organes? Et j'en reparlerai sur les fermes à organes en Afrique du Sud qui avaient jusqu'à la période récente, très récente, pas que pendant l'apartheid ou après l'apartheid, puisqu'en fait, malheureusement, dès qu'il y a beaucoup d'argent, dès qu'il y a beaucoup de puissance, dès qu'il y a des gens qui sont prêts à tout, entre guillemets, pour leur confort personnel et qui n'en ont rien à foutre des autres, évidemment, on peut éventuellement acheter un organe, mais on peut trouver quelqu'un qui va vous le vendre en faisant semblant de ne pas savoir d'où cet organe vient. Je sais que tout ça, ça paraît épouvantable à raconter, mais c'est la vérité. Et je vais vous raconter autre chose que j'ai découvert il n'y a pas beaucoup de temps, mais cette règle, cette fameuse règle dont on a beaucoup entendu parler à l'époque du carambolage palmade, qui était est-ce que l'enfant était un enfant, est-ce que c'était un meurtre ou rien du tout. Et l'idée c'était est-ce qu'il a poussé son premier cri. Ce qui est complètement fou, parce que l'enfant en réalité il est vivant. Il pourrait vivre de façon autonome. Il n'est pas que le fruit de la maman, il est le fruit de la maman et du papa. Donc il aurait pu vivre de façon autonome bien avant cet accouchement, puisque je crois que la maman était au 8e mois. Donc il n'y avait aucun problème pour que cet enfant vive. Il n'était pas sorti. Eh bien, l'idée, c'est quelque chose qui vient du Talmud et qui dit qu'en fait, la naissance, l'enfant, ferait partie de la mère tant qu'il n'est pas sorti et qu'il a fait son premier cri. Et ça a énormément de conséquences sur les lois qui sont en train de passer et qui sont passées en Europe sur la possibilité de valoriser ces embryons. Puisqu'en fait, ça devient un produit. C'est comme si vous vendiez vos cheveux, comme si vous vendiez vos ongles, comme si vous vendiez votre lait maternel, ou comme si vous vendiez vos ovules, ou comme si vous décidiez de vendre, comme c'est possible dans certains pays, un de vos reins pour quelqu'un qui en aurait absolument besoin, et voilà, faire commerce de ça. C'est la GPA qui arrivera à un moment ou un autre, en parallèle de l'euthanasie. Mais là, l'idée, c'est qu'en fait, ça vous appartient. Vous êtes seul à décider. Et on apprend, et ça se passe au Canada, en France, toute cette réflexion, toutes ces nouvelles lois, que en réalité, on pourrait ne plus avoir le droit de s'exprimer sur ces choses-là. C'est-à-dire que moi, qui ai une foi chrétienne catholique, je n'aurais plus le droit d'exprimer des questions ou d'exprimer ma colère sur des choses qui vont à l'encontre de ma foi, parce que ma liberté de chrétien catholique et l'expression de ma liberté pourrait aller à l'encontre d'autres libertés. Ce qui veut dire qu'en fait, on va devoir tous éteindre nos sentiments, on va devoir tous éteindre nos positions, au risque sinon d'être ruinés, au risque sinon d'être emprisonnés, et en tout cas, pour le moins, censurés. Et tout cet arsenal juridique avance. Et l'arsenal juridique n'avance pas que dans cette direction, puisqu'on se rappelle la loi de programmation militaire et qui donne en réalité un pouvoir quasiment dictatorial à notre président. Et ce que j'essaie de dire, c'est que parfois, entre guillemets, la vigilance de certains permet de voir ou de comprendre ces lois qui souvent arrivent comme des puzzles, c'est-à-dire qu'on voit des toutes petites pièces. Vous savez, c'est comme une petite fuite. Oh, c'est juste une petite fuite, c'est pas grave, je vais régler ça un autre jour. Et puis en réalité, il y a plusieurs petites fuites. Et puis les fuites se transforment en petits ruissellements. Et de ruissellement, ça se transforme en grosses inondations, etc. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec notre loi. On a laissé dériver les choses. Il y a un certain nombre de lanceurs d'alerte qui l'ont dit, mais être lanceur d'alerte, c'est pas populaire. On a vu avec Snowden, on a vu avec Assange, on a vu avec d'autres. Être lanceur d'alerte, même, c'est particulièrement dangereux et ça vous crée beaucoup plus d'ennemis que ça vous crée d'amis. Et aujourd'hui, d'ailleurs, un des grands problèmes dans la pseudo-résistance, c'est que d'une part, les gens ne s'aiment pas beaucoup, ils ne travaillent pas beaucoup ensemble, sauf quand ça sert non pas l'intérêt des spectateurs, mais quand ça sert leur intérêt pécuniaire, et il n'y a aucune règle. Donc, autant dans le monde de la finance avec votre banque, il y a des règles, il y a des chartes, il y a des audits, il y a des choses. Dans le monde de la composphère, il n'y a rien de tout ça.
Et c'est pareil pour les médias. Et il serait temps peut-être qu'on réfléchisse collectivement, j'avais dit ça dans une vidéo avec Rémi de Juste Milieu, qui est une réflexion de fond sur les normes entre nous, pour pouvoir nous soutenir également les uns les autres si on respecte les normes en question. Parce que ça, c'est extraordinairement important, c'est de faire preuve de solidarité entre nous. Quand chacun respecte les normes, les règles et se bat avec honnêteté, avec droiture, qui ne se retrouve pas seul, puisqu'on voit bien quelqu'un comme Assange qui a été complètement abandonné, d'une part par les pays, par les politiques, puisqu'il a été lâché par le Pérou, l'Équateur, je ne sais plus l'ambassade dans laquelle il était. Alors ça n'a pas été si simple, puisqu'il a fallu que les Américains changent, entre guillemets, le pouvoir en place, mais n'empêche que c'est ce qui est arrivé. Je prends une petite goutte de café, voilà. Donc je parlais rapidement de l'IVG. Donc on était à une époque avec le Covid où il fallait sauver tout le monde. Il fallait évidemment injecter les mères enceintes. Certains voulaient injecter les nourrissons, les bébés, parce qu'en fait, selon eux, comme les chats, comme les chiens, c'était des nids à virus et des nids à microbes. Je vous rappelle quand même que de plus en plus de personnes nous expliquent que le bilan carbone des chats et des chiens est terrible, donc il va falloir commencer à payer. C'est comme le fait d'avoir une basse-cour chez soi avec plus de 3 poulets, il va falloir payer. C'est comme le fait d'avoir un puits, il va falloir payer. C'est comme le fait de vouloir planter des tomates, si vous n'utilisez pas un certain nombre de tomates, ce sera interdit, etc., etc. Il faut savoir, par exemple, que un professionnel, un apiculteur ou autre, s'il utilise des pots recyclés, eh bien, il peut être mis à l'amende parce qu'en fait, il doit vendre le même nombre de pots que ce qu'il a acheté. Et parce que ça permet aux impôts de vérifier qu'il n'y a pas une partie de sa production qui est partie cachée. C'est comme un producteur de pommes de terre. S'il n'achète pas des semences pour la taille de son champ, selon les normes en vigueur, il va être sanctionné. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est fait pour sanctionner, entre guillemets, les plus petits, ceux qui voudraient faire des choses naturelles, et leur imposer de faire les choses différemment. Comme leur prix augmente alors que les clients ne sont pas capables de payer le nouveau prix, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ils risquent de baisser la qualité, ils risquent d'acheter des produits de merde ailleurs, et ou alors, comme je l'ai raconté plein de fois pour le miel, et je continue à proposer évidemment, et je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour des conversations les yeux dans les yeux autour de pots de miel. Moi je suis ravi de faire ça parce que c'est des rencontres magnifiques qui se passent. Alors parfois malheureusement dans un week-end je rencontre qu'une ou deux personnes. Parfois, je rencontre 5 ou 6, ou parfois 10. C'est très peu le nombre, je tiens à le dire. Il y a des personnes qui pensent que c'est un espèce de flux continu parce que je suis connu et ceci et cela. Non, non. En réalité, c'est dérisoire. Mais moi, ça me va parce que petit à petit, ce sont des gens qui deviennent des relations et avec lesquels j'échange, qui échangent avec moi et on construit quelque chose qui a vocation à grandir à un rythme humain, un rythme naturel, sans toute la folie. Donc, maintenant qu'on a l'IVG dans la Constitution, que l'euthanasie est dans le calendrier, mais vous imaginez quand même cette espèce de programmation. Ils n'ont même pas eu le temps de laisser aux gens digérer le choc de l'IVG dans la Constitution. On a quand même amené les sénateurs et les parlementaires, enfin de l'Assemblée nationale, dans des bus rouges. Et on avait la présidente de l'Assemblée nationale qui était habillée comme la Vierge Marie pour parler d'avortement. Je ne vais pas rentrer dans le détail des mots et des références qui ont été utilisés pour expliquer que c'était un progrès. Alors que même quelqu'un comme Simone Veil avait toujours explicité que c'était véritablement l'exception parce que c'est quelque chose qui détruit les femmes qui passent par là. Ce n'est pas un geste anodin, c'est un geste qui est extrêmement grave, c'est un geste qui est intrusif, c'est un geste qui peut, quand c'est après un certain nombre de mois
où le bébé a son cœur qui bat et qu'on peut l'entendre. En fait, de toute façon, il bat très vite, il n'y a qu'à regarder les échographies. Mais on peut le sentir boxer, on peut le sentir jouer au football, on peut connaître son sexe, on peut commencer à réfléchir à son prénom. Et là, la maman pourrait décider à 7 ou 8 mois qu'en réalité, elle n'en veut plus. Et ce bébé va être sorti. Enfin, j'avais lu une histoire d'une infirmière qui racontait cette chose horrible où le bébé essayait d'échapper aux pinces du chirurgien qui le sortait par morceaux vivants, en arrachant le bras, en arrachant... et rien que d'en parler, j'ai envie de vomir et de pleurer parce que je visualise ça. Et c'est terrible, cette espèce de déshumanité, c'est-à-dire que même pour le médecin, l'acte était un acte, voilà, qu'on aurait fait sur un morceau de viande morte, c'est-à-dire qu'on en est là en fait. On en est là à nous raconter des conneries où il faut sauver l'humanité et les Africains et tous ces gens-là avec des injections dont ils n'ont pas besoin, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'eau et ils n'étaient pas malades de la maladie. Mais on va tuer les bébés à naître par centaines de milliers. Alors que la natalité descend dans tous les pays du monde et que de plus en plus, le thème dans les dîners en ville, et moi j'ai assisté, c'est de parler et de mettre à la mode l'eugénisme. On est trop, on ne sait pas comment faire. Et tout ça, évidemment, est lié à la biologie de synthèse, est lié au fait de dire aux gens, est-ce que vous avez vraiment envie de vivre si longtemps si la seule solution, c'est les insectes? Donc voilà, peut-être on va créer une partie de la Terre où les gens mangeront des insectes, et puis une autre partie où les gens continueront à manger de la bonne viande de charolais, des bons poissons de la mer, pas très pollués, etc. Enfin, mais tout ça, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi? On ment, on manipule, les choses sont absurdes, elles sont de plus en plus absurdes. Ils en ont rien à foutre de la vie. Et donc, s'ils en ont rien à foutre de la vie, il faut se demander quel était le rôle de ces injections, quel était le rôle de cette nouvelle logique de programmer le corps humain. Donc, on le programme déjà avec l'éducation, on le programme avec les médias, on le programme avec la promotion de la culture trans, LGBT, on le programme avec la peur d'exprimer son opinion. Bientôt, la France sera pire que l'Allemagne de l'Est, avec la Stasi, etc., où chacun fera des fichiers sur ses voisins d'immeubles, et vous croyez que c'est une blague? Non, ça va aller vite, ça va aller très vite, malheureusement, de plus en plus vite. Et ils feront des exemples, comme ils font à chaque fois. Ils vont faire des exemples, et ça va être terrible. Et on dira, ah ben je ne savais pas. Un peu comme Inconnu à cette adresse. J'étais pas concerné. Je vous recommande ce livre de Chessman Taylor, Inconnu à cette adresse. Et le calendrier donc pour l'euthanasie, avant l'élection de l'Union européenne, avant l'Euro de foot et les JO. Mais pourquoi? Il y a quelle urgence? Quelle est l'urgence? Quel est ce calendrier de la mort du président français? Quel est son calendrier d'éclaireur de ça? Pourquoi est-ce qu'on ressent tellement d'ondes négatives aujourd'hui? Pourquoi il y a tellement de gens qui tombent dans les pommes dans son sillage? Bref, j'ai retrouvé mon gros compte. Manifestement, ça ne plaît pas. Et d'ailleurs, les gens de San Francisco avec qui j'ai des contacts maintenant me disent qu'une ou deux fois par semaine, j'ai d'énormes attaques qui ont des conséquences sur les algorithmes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pendant 1 ou 2 jours, quand il y a des attaques, les algorithmes dont je bénéficie d'habitude baissent. Et puis, les gens de Twitter et leur intelligence artificielle vérifient, voient que tout ça est une attaque dirigée et qui n'a rien à voir avec des choses que je pourrais dire ou écrire qui sont contre les règles et les lois actuelles, mais qui sont en train de changer pour que malheureusement la possibilité de s'exprimer soit de plus en plus réduite, et ils me remettent dans les algorithmes normaux. Donc ce qui fait que ça fait un petit yo-yo, mais tout ça n'est pas très important. Alors c'est quand même utile de se dire, et pour moi c'est rassurant, parce que pendant que j'avais retrouvé le petit compte, j'avais pu consacrer beaucoup plus de temps à moi-même, entre guillemets, et là je reconsacre énormément de temps à offrir, entre guillemets, de l'information et des analyses, mais ce qui est sympathique, c'est de se dire que c'est pour 30 millions de vues par mois.
Et ça, c'est uniquement la partie que moi je vois. C'est pas la partie où j'inspire d'autres personnes. Et comme j'ai vu pour l'analyse de l'affiche des JO, où j'étais quasiment repompé par des tas de personnes, tout ça, ça ne me dérange pas. Ce qui compte, c'est que l'information passe. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, c'est pour ça que pour ceux qui aiment le miel ou autres, ou qui veulent s'abonner à ma lettre Substack, ils peuvent le faire. Donc l'affiche des JO, voilà, j'avais été celui qui était le premier à faire une longue analyse dessus et ça a été très largement pris. L'IVG, bus, machin, pacte avec le diable, plein de nouvelles lois scélérates. J'ai parlé de tout ça. Tout ça arrive évidemment en même temps. Je vous avais raconté plusieurs fois que de 2007 à 2010, j'étais quasiment à mi-temps en Afrique du Sud et j'avais vécu un énorme scandale des fermes à organes et tout ce que ça m'a révélé. Ça avait été absolument infernal et il y avait eu malheureusement un lien avec Israël qui était très fort et qui était très net, et j'invite beaucoup de gens qui veulent creuser le sujet à s'y intéresser parce que c'est fascinant. Et tout ça explique bien évidemment, puisque j'ai toujours beaucoup d'amis en Afrique du Sud, la détermination de l'Afrique du Sud malgré les pressions internationales, en particulier les pressions américaines et les pressions évidemment d'Israël, sur la Cour internationale de justice. Et on sent que malheureusement, la force des pressions est telle que même les Africains du Sud sont un peu en train d'abandonner et que les BRICS ne sont pas beaucoup plus présents sur ces questions-là. On se demande jusqu'à quand et à partir de quel moment ils vont recommencer à s'y intéresser vivement. On espère qu'ils ne sont pas trop traumatisés par le hiatus avec l'Argentine qui ne les a pas rejoints, avec l'Inde qui a pris des positions très opposées, décourageant un certain nombre de pays comme l'Algérie à rejoindre, puisque l'Inde s'était positionnée très vite dans le sillage d'Israël, donc pour la destruction, entre guillemets, de Gaza. Et puis moi, je vois, parfois, je regarde la télé et je me dis, mais comment ils réussissent à faire de telles galipettes pour expliquer, après 5 mois de destruction de Gaza, que Israël est dans le droit de se défendre, alors que cette question a été tranchée. Israël est une puissance occupante et elle n'a pas le droit de dire qu'elle se défend. C'est comme ça, c'est la loi internationale. Voilà, en ce moment, ils visent également nos bas de laine. Donc vous avez entendu récemment Bruno Le Maire expliquer qu'il y aurait peut-être bientôt un espèce de grand emprunt, etc. Mais en réalité, ils visent aussi les livrets A, ils visent tout ça pour redoper l'industrie de l'armement, mais pour aussi pouvoir donner ces milliards et ces milliards à l'Ukraine. Il y a quelques jours, on apprenait que l'Europe venait de garantir 50 milliards, compte tenu de la part de la France dans cet argent, dont une grande partie, 17 milliards est un don, et le reste, 33 milliards, est un prêt, mais qui aura assez peu de chances d'être remboursé. Eh bien, la France a représenté un peu moins de 10 milliards, mais comme le président Macron a rajouté à ça 3 milliards, donc vous avez une idée de l'étendue de ce qu'on donne. Alors, dans le même temps, nous, on donne cet argent, on va vider les poches des Français, et on vend toute notre industrie et toutes nos sociétés clés aux États-Unis qui, eux, impriment de l'argent parce que eux peuvent imprimer de l'argent et pas nous. Et donc, tant que le dollar a un tant soit peu de valeur, ils continuent à en profiter et nous, on est les gogos. Donc, c'est des lois qui sont faites et qui sont véritablement ciselées, mais de façon orfèvre, avec un plan, un cadencement, une manière de les mettre en œuvre qui sont absolument ébouriffantes, pour ruiner, isoler et enfermer les résistants. Et cela peut passer par l'intimité familiale. Bref, on est en pleine autoroute vers l'enfer. Et ceux qui doutent encore que Macron a un rôle au sommet de ça, il n'est pas du tout un pantin, il n'est pas un rouage, il n'est pas un petit acteur, il est leur leader. De toute façon, c'est dit, c'est répété par les gens comme Schwab. Donc, il faut arrêter cette espèce de naïveté. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Et chaque jour, son pouvoir augmente, son pouvoir croît. Et la camisole
la camisole, vous savez, dans laquelle on nous enferme est de plus en plus serrée. Et on va devenir fou, c'est ce que je disais tout à l'heure. On voit que plein de personnes qui prennent conscience de ça pètent les plombs parce qu'il y a un sentiment d'impuissance, il y a un sentiment de notre part d'impuissance et de leur part d'une forme d'invulnérabilité qui est terrible. Alors revenons à cette affiche. J'ai beaucoup écrit dessus, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit dessus. Bon, rappelons-nous qu'il n'y a aucun symbole chrétien, et même sur les monuments où ils existent, ils ont été effacés. En revanche, il y a beaucoup de symboles de franc-maçonnerie. Il n'y a pas ou très peu de sportifs, mais de sportifs au sens de l'exploit. Et même, il y a un petit endroit dans l'affiche où on a 3 personnes sur un espèce de podium, c'est plus ou moins au pied de la Tour Eiffel, mais il n'y a personne devant eux pour les acclamer. C'est-à-dire que même ceux qui sont comme ça, personne pour les acclamer. Et il y a aussi une grosse main, et dans laquelle il y a les 3 grosses médailles, mais c'est comme si les médailles étaient destinées à des dieux. Donc elles sont disproportionnées, et c'est comme une offrande, entre guillemets, à mon avis, plutôt au mal qu'au bien. Que fait cette espèce d'énorme vague? Il n'y a pas de surfeur. Quand on voit avec la perspective par rapport à la taille des avions, par exemple, si vous regardez les avions de chasse, c'est une vague qui ressemblerait plus à une vague de 400 ou 500 mètres de haut, et donc qui rappelle l'arme, le Poséidon, en fait, cette espèce de missile atomique, cette torpille atomique russe. Et donc, on a véritablement l'impression d'une vague des derniers jours de l'Atlantide. Et d'ailleurs, on voit que l'organisation des monuments est mise comme cette espèce d'hôtel à Dubaï qui a un clin d'œil à l'Atlantide, cette espèce d'hôtel où il y a plein d'aquariums, il y a plein de choses, etc. Mais nous, on n'a rien comme vie, ils n'ont pas mis de dauphins ou d'animaux dans la scène, non, on a des humains qui sont comme des tout petits insectes, entre guillemets. C'est très masculin. J'ai remarqué que vous regardez dans la photo en haute définition, il n'y a pratiquement que des hommes, on ne voit pas de femmes, on a assez peu d'athlètes, et les seuls athlètes qui ont l'air d'être actifs, etc., c'est les statues. Donc on a 2 statues qui jouent d'ailleurs au volleyball. Donc elles sont des statues de pierre, et il y a une boule de pierre qui va de l'un à l'autre. Donc en fait, la pierre dans cette affiche est plus vivante que nous. On a également au sommet du Grand Palais, sur le côté, un lanceur de boules qui est extraordinairement efféminé. Donc sa coupe de cheveux, son allure, etc. Alors évidemment, c'est le genre de l'artiste, puisqu'il est gay, ouvertement gay, et il a vraisemblablement été choisi pour ça. Il est connu pour faire des choses d'orgie où les femmes sont dans des positions complètement hallucinantes, vis-à-vis de marionnettes, de trucs de dessins animés, décérébrés, les têtes sont remplacées par des yeux, etc. Et d'ailleurs, quand on regarde en gros plan, eh bien, parfois dans les gradins, on a quelqu'un qui manifestement regarde vers le bas et il s'est amusé à dessiner sur sa tête un smiley. Donc il y a très peu de femmes, à part une, et très peu d'enfants, à part 2, qui sont sur un balcon et qui regardent quelqu'un où moi j'ai l'impression que c'est le Premier ministre Attal, en fait, en maillot de bain, et qui s'apprête à faire un saut de la mort, en fait, un espèce de sacrifice. On remarque aussi, d'ailleurs, en face de lui, il y a l'étape suivante de cette espèce de saut de natation avec une position très bizarre de 2 statues. On a cette espèce de patrouille de France avec des avions, mais qui ont plutôt tendance à cracher du chemtrail, parce que c'est tout blanc, et pas du tout qui font de l'ingénierie climatique, ou de l'ingénierie de l'air qu'on respire, entre guillemets, mais pas du tout bleu, blanc, rouge. D'ailleurs, il n'y a pas de bleu, blanc, rouge, puisque même ceux qui, pour certains, ressembleraient à un drapeau français, ce ne sont pas les couleurs du drapeau français. Je rappelle qu'un drapeau, ce sont des couleurs précises, avec des normes précises. Le drapeau suisse, c'est pas une croix blanche sur un fond rose. Non, c'est rouge et blanc. Le drapeau américain, c'est pas violet clair, orange et fuchsia. Hein, c'est bleu, blanc, rouge d'ailleurs, comme le nôtre avec des étoiles. Et donc tout ça, c'est n'importe quoi. Puis on a cette espèce de Stade de France qui est pénétré,
et je dis bien un mot pénétré par cette espèce de tour Eiffel, qui est évidemment un symbole phallique, et on a beaucoup de symboles phalliques dans ce tableau. Mais là, ce qui est très étonnant, c'est qu'à l'intérieur de cette tour Eiffel, il y a cette espèce de tube vert. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que c'est? Et beaucoup de choses, cette espèce de fumée un peu rose qui sort de partout. Et puis quand on voit les tableaux de cet artiste, de toute façon, on a toujours cette impression visqueuse, cette impression malsaine, cette impression vraiment de fin du monde, de débauche, de race complètement finie. Mais, et ça j'ai revu en préparant la vidéo, j'ai regardé un peu l'image, on remarque que le vent va dans le même sens. Tous les drapeaux indiquent que le vent arrive, entre guillemets, de nous, enfin de la gauche de la photo, et va vers l'intérieur, vers la droite. Et donc tout ça nous indique que le vent nous amène vers cette espèce de rocher qui est sur la droite, ce rocher aride. Et quand vous regardez en gros plan, vous vous rendez compte que cet espace ressemble plus à un camp d'entraînement militaire. Et donc vous avez l'impression d'avoir des baraquements, parcours du combattant, pistes, pour ceux qui ont fait leur service militaire, ça ressemble vraiment à ça. Mais il n'y a aucun humain, et c'est comme un espèce de rocher complètement aride, avec cette espèce de porte, hein, encore une fois, comme un camp militaire, pour accueillir les gens. Et donc on aurait l'impression que ceux qui vont survivre à la vague, leur destin, c'est d'aller là-bas. Et je vous rappelle que dans tout cet espace central de la photo sont concentrés l'essentiel de la population. Il n'y en a pas au sommet de ce rocher et il y en a très peu ailleurs. C'est-à-dire que vous sortez de cet espace. C'est pour ça que j'avais fait allusion dans mon tweet du début qui a fait 1 600 000 vues. Donc ça a été vraiment complètement viral. Il est parti dans le monde entier. On m'a dit aux États-Unis qu'il avait été traduit, au Liban, enfin dans plein de pays. Il y en a qui ont gentiment fait référence à moi. Mais bon, encore une fois, c'est pas si important que ça. Mais ils ont réussi à masser tout le monde, toute l'attention du monde vers cette espèce de messe d'un nouveau genre, cette espèce de messe dans lequel on ne célèbre pas le sport, ce qui est le cas des JO, mais dans lequel on aurait tendance à célébrer on ne sait pas quoi d'ailleurs, parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que regardent les gens. Et pourquoi le Dôme des Invalides ou l'Arc de Triomphe, on a l'impression, je ne sais pas si vous aviez vu le Batman avec Jack Nicholson, où il est dans le rôle de Joker, mais on a l'impression que c'est redécoré par Joker. Donc avec ses couleurs, etc. Et c'est quoi les cercueils qui rentrent ou qui sortent. Et pourquoi les anneaux olympiques, ils sont déjà fissurés. Vous savez, il y a les gros anneaux olympiques, ils sont fissurés. Et 33e Olympiade. Encore une fois, est-ce que c'est une référence à la franc-maçonnerie? Est-ce que c'est une référence à l'âge du Christ? Est-ce que, mais c'est pas 33 écrit en chiffres arabes, c'est 33 écrit en chiffres romains. Et X est la 24e lettre de l'alphabet, donc ça veut dire 6 en numérique. Et donc on a X, 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 donc 6, 6, 6. Et après on a I, I, I. Et donc qui serait la troisième lettre, enfin la troisième voyelle, et la 6e, A, B, C, D, E. Enfin, je sais plus, mais j'avais regardé avec les chiffres, mais en fait, tout ça, c'est juste abominable. Donc, c'était non, I est la 9e lettre. Donc, on avait 6, 6, 6, 9, 9, 9. Et 9, 9, 9, en inversé, on avait de nouveau 6. Enfin, bref. Et le fait de l'avoir écrit comme ça en lettres latines n'est pas du tout neutre. C'est véritablement un message. Vous savez, ils ont des codes. Quand Macron avait fait son discours après son élection, la pyramide, la lumière, 666 pas, etc., etc., la position de ses bras, la position de son corps. Tout ça n'est pas le fruit du hasard. Il faut arrêter
la dame, la seule dame où on voit véritablement une dame dans le tableau, elle est sur le petit balcon et elle tend une pomme et autour de son bras, c'est comme enlacer un serpent. Donc voilà l'univers de Pinocchio, vous savez, l'île des enfants rois où les enfants vont être transformés définitivement en ânes. Et puis pourquoi cet artiste, quoi? Est-ce qu'on n'a pas d'autres artistes? Il est connu pour ses couvertures de The Economist, dont la fameuse couverture avec les ailes delta, où on a un Netanyahou en aile delta et qui fait face à un Hamas en aile delta. Tour Eiffel, manège. Voilà, tout ce gaz, le Grand Palais, le dôme des Invalides sans sa croix, les anneaux fendus, le logo, bizarrement comme un fantôme en fait, vous savez, il est sur un espèce de drap, sur une sculpture faite de tuyaux, le frige, enfin, franchement c'est une honte ce truc, ça ressemble tout sauf à un boni phrygien. Voilà, et vous allez remarquer d'ailleurs que c'était assez incroyable, c'est que à un endroit on voit ce bonnet phrygien qui a la bonne couleur et il est tiré comme s'il était un petit ballon dirigeable et il est comme visé vers la Concorde. Donc la Concorde qui est véritablement un symbole phallique. Et d'ailleurs, des organisations s'étaient amusées, avaient voulu mettre un gros préservatif pour parler de la protection à une époque. Et le frige, donc, qui aurait l'air d'un vagin. Et pourquoi est-ce qu'ils essayent de mettre, d'empaler, entre guillemets, ce frige sur un vagin, si c'est pas pour être, encore une fois, dans une espèce de scène d'hypersexualisation. Et quand on regarde les dessins animés, quand on regarde tout, on a une hypersexualisation. Donc, nous, parler de choses, c'est interdit. Mais l'hypersexualisation dès les petites classes à l'école, essayer la sodomie, etc. Tout ça, c'est normal. Montrer dans une affiche cette espèce d'empalement du frige avec la statue qui est censée représenter l'obélix de la Concorde, tout ça, c'est normal. Voilà. Encore une fois, je vous invite à regarder cet espace vide sur la droite. C'est assez fascinant. Il y a aussi énormément de personnes avec des petits drapeaux verts. Quand on regarde dans le détail, il y a beaucoup de personnes qui ont des carabines aussi. Donc on va me dire que c'est des épreuves du tir, mais bon, c'est possible. Le sport existe qu'en souvenir, hein, je l'ai dit, avec les statues de pierre qui semblent plus vivantes que les humains minuscules. Invalide, hein, woke, LGBT. Et quoi d'autre? Ah oui, il y a une femme qui est debout sur une tortue, qui sort de l'Arc de Triomphe, et je ne réussis pas tellement à la décoder. Elle est debout sur une tortue, et elle a un petit côté inquiétant, avec ces énormes bulles de savon dans lesquelles elle contient les humains. Donc, vous savez, c'est cette espèce de jeu de bulles de savon, on essaie d'en faire des si grandes qu'on peut mettre une personne à l'intérieur. Mais elle met des tas de personnes, alors on ne sait pas si c'est un reflet, si les gens sont dedans, ce que ça veut dire. Mais clairement, elle n'est pas là au hasard, c'est un personnage assez central, et je ne réussis pas à la décoder, je ne réussis pas à savoir quel est son rôle. Il y a aussi beaucoup de petits ballons dans l'air. Voilà, ce lanceur de poids hyper féminisé, ce camp d'entraînement. Voilà, donc j'approche véritablement de la fin, je reparle de la propreté de la scène, je dis que je suis ravi que Galloway ait rejoint le Parlement anglais. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant à écouter. Tucker Carlson continue à faire un travail formidable. Toujours ma clé de lecture hein, avec Trump, Ben Salman, Xi Jinping, Musk et Poutine. Vraiment, je vous invite à regarder, entre guillemets, l'actualité internationale à cette aune. Je vous dis, ne vous contentez pas de l'écume des choses, de la brume des choses. Souvent, on essaie de vous divertir, on essaie de vous distraire, mais l'essentiel est en général ailleurs. Mais les sujets, en fait, ce qui est essentiel à comprendre, c'est cette espèce de fil rouge diabolique, cette espèce de fil rouge du mal, qui n'est pas encore suffisamment apprécié à sa juste valeur,
puisque chacun, selon ses préférences et ses intérêts, continue à regarder le Covid, continue à regarder les insectes, continue à regarder les OGM, continue à regarder l'Ukraine, continue à regarder Gaza, continue à regarder l'inflation, continue à regarder l'Afrique, dont il faudrait beaucoup plus, à laquelle il faudrait beaucoup plus s'intéresser, continue à regarder les migrants, continue à essayer de diviser plus que jamais entre chrétiens et musulmans, et même avec les juifs, etc., puisqu'on n'a aucune raison d'être divisés les uns les autres. C'est d'autres personnes qui sont folles, qui sont diaboliques, et il faut que chacun de nous, on sorte de nos carcans, de ces prisons dans lesquelles on nous a mis, qui sont nos étiquettes. On a le droit d'être chrétien et d'apprécier les juifs et les musulmans, ce qui est mon cas. On a le droit d'être quelqu'un qui est respectueux des lois, mais être particulièrement inquiet par nos parlementaires et la manière avec laquelle ils les gèrent, et d'être désespéré par les oppositions et les candidats pour plein de raisons, et encore plus désespéré par les personnalités des médias. Et je vous rappelle que là, on est dans une période de carême, et dans le carême, Jésus devient violent pour la première fois, et il détruit les stands des marchands du temple. Et c'est véritablement une question qui nous envoie: qui sont les marchands du temple aujourd'hui? Qui sont les escrocs de nos âmes, les escrocs de nos vies, de nos enfants, de nos projets, etc. Donc je vous rappelle que cette vidéo, elle a besoin de vous pour avoir une vie, elle a besoin de vos likes, elle a besoin de vos commentaires, elle a besoin de votre aide. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on se rencontre. J'ai des personnes de villes assez éloignées qui me proposent d'animer des conférences chez elles. Donc je serai en particulier, par exemple, début juin dans la région de Grenoble. Je serai début mai dans la région de Montpellier. Je serai dans d'autres endroits, peut-être d'ici une quinzaine de jours, je retournerai dans la région d'Angers et de Nantes. Je vous en parlerai plus en détail. Je devrais aller aussi vers la fin du mois d'avril du côté du bassin d'Arcachon. Il y a beaucoup de projets. À chaque fois, j'y vais seul, donc je suis extrêmement disponible pour vous rencontrer et pour discuter avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous avoir intéressé. Merci de la partager, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'en parler autour de vous, et surtout dans vos commentaires, si vous avez des demandes particulières, si vous avez des attentes particulières, n'hésitez pas à les partager avec moi. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance, je vous remercie pour votre engagement, et je vous dis à très bientôt.